délibération sur le versement d'une avance financière au Grand Prix de France. J'étais intervenu sur cette délibération. Je me suis précisé, comme le précisait d'ailleurs la délibération, que l'avance que nous versions était destinée à faire en sorte que toutes les petites et moyennes entreprises créancières du GIP soient payées. Il en va de la clarté de l'honnêteté des débats. J'ai demandé et j'ai reçu après la séance par les services de la métropole la liste de ces créances. Et quel n'a pas été l'étonnement qui a été le mien, ceux de nos amis, lorsque dans cette liste, pour 3,6 millions d'euros sur ce qui était au cœur de la délibération, avec 1,2 million d'euros à la charge de notre métropole, les petites et moyennes entreprises de notre territoire, et même d'ailleurs, représentent moins de 200 000 euros de ces créances, puisque 1,7 million d'euros sont dus à la société GL Events, une grande société, une très grande société, un très grand groupe, et puis dans les plus grosses créances, pour 800 000 euros, la société Manpower, la Gendarmerie nationale, la société Colas, la SNCF, bref, pour l'écrasante majorité de ces créances, qui sont dues, et loin de nous le fait de dire que ces créances ne sont pas dues, et à la SNCF, à la Gendarmerie, à Manpower, mais nous faire délibérer sur le fait que notre avance est censée régler les dettes des petites et moyennes entreprises, alors que les petites et moyennes entreprises ne représentent que 200 000 euros sur le total des créances, et que nous versons, rien que pour notre métropole, 1,2 million d'euros. C'est soit un manque d'honnêteté de la part des autres collectivités, notamment du GIP, qui ont présenté ces créances comme étant dues à des petites et moyennes entreprises, ou alors une forme d'abus de langage, de tranquillité que la collectivité métropolitaine aurait utilisée. Mais encore une fois, si cette liste est bien la bonne, si on a bien Manpower, la Gendarmerie, Colas, la SNCF, GL Events, le Loup Rugby, pour 3,4 millions d'euros et pour 200 000 euros des petites et moyennes entreprises, je pense que nous devrions être amenés à redélibérer pour requalifier eh bien, cette délibération que nous avons prise. Ça n'est pas destiné aux petites et moyennes entreprises, ou en tout cas pas simplement à elles. Et notre collectivité métropolitaine aurait donc, avec 1,2 million d'euros, été la seule, en tout cas, à éponger les dettes pour 200 000 euros des PME, le million d'euros supplémentaire servant à des grands groupes. Encore une fois, il en va de la transparence. Toutes les dettes doivent être payées, y compris pour les grands groupes, mais on ne peut pas nous faire délibérer sur soi-disant les petites et moyennes entreprises. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, enfin, ce sont pour les directions régionales avec des emplois locaux. Petites et moyennes entreprises, Colas, c'est Colas régional par exemple. La gendarmerie, ça me paraît la moindre des choses, et ce sont pour des emplois locaux. Alors certes, si on part sur l'idée, sur le fait de la sémantique, petites et moyennes entreprises, c'est la petite épicerie du coin, je veux bien. En revanche, là il s'agit d'une direction régionale, d'antenne régionale, et avec des emplois locaux. On a pris en compte ces demandes-là. Peut-être de manière sémantique, c'est vrai que le terme était peut-être un petit peu galvaudé, mais en revanche, sont vraiment des antennes régionales. Certes, le groupe international pouvait absorber peut-être ces créances, mais en revanche, sur les emplois locaux, nous avons souhaité, avec le GIP, rembourser vraiment ce qui touchait des emplois locaux. Alors, est-ce que vous pouvez, du coup, qualifier la délibération autrement? Et encore une fois, y compris même les directions régionales, ne serait même pas elle-même qualifiée, la SNCF ne s'est pas qualifiée de petites et moyennes entreprises, même pour cette direction régionale ou départementale. Encore une fois, il y aurait juste de la transparence. Si on nous fait délibérer sur les petites et moyennes entreprises, je trouve que ça n'est pas honnête au vu de la liste des créances, y compris, et encore une fois, toutes les créances doivent être payées, y compris aux plus gros groupes qui n'ont pas, effectivement, ce sont des salariés, et puis ce sont des prestations qui ont été sûrement très légalement faites. Ça n'est pas du tout mon propos. C'est simplement que nous ne pouvons pas nous faire délibérer sur cette terminologie. Si vous êtes d'accord, on peut éventuellement modifier la délibération en disant que c'est au profit des entreprises qui ont une implantation locale, notamment les petites entreprises. Notamment. Si vous êtes d'accord, on fait cet amendement. En notre observation, je me vois le procès verbal qui est pour, abstention, qui est tout approuvé. Nous pouvons passer aux délibérations avec d'abord le rapport sur la situation en matière de développement durable de la métropole. M. Vincent. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter ce rapport qui est en fait le bilan de toutes les actions des services de la métropole qui ont été conduites au titre du fonctionnement
règlement interne de la collectivité. Ce rapport est basé sur 3 axes. Le développement durable, je rappelle, c'est l'écologie, l'économie et le social. Ce rapport fait 120 pages, donc c'est un rapport qui est important. Il est structuré au travers de 5 finalités du développement durable: la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire. Il comprend également le bilan annuel de la stratégie numérique responsable et collective, ainsi que le programme d'action mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments à usage tertiaire de la collectivité. J'en profite pour remercier tous les services. Ce rapport fait 120 pages. C'est vraiment un moment particulier parce que ça permet de montrer à tout le monde tout le travail qui est fait par la métropole. Des observations sur ce rapport? Monsieur Morin. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Moi je ne juge pas un document sur le nombre de pages, parce que l'avis de la MRAE est limpide. Pour un document obligatoire depuis 2015, nous constatons qu'il est retoqué une 2e fois par manque d'indicateurs et d'objectifs. Je me contente de citer la MRAE. Le manque d'opérationnalité des actions ou des objectifs décrits par le PCAET ne lui permet pas de remplir son rôle de planification par la définition d'orientation et de mesures concrètes à destination des communes de son périmètre. En termes clairs, on est loin d'un nouveau projet. Nous avons besoin de mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique, améliorer la qualité de l'air, permettre des mobilités autres que celles de la voiture. Mais ce n'est visiblement pas avec vous que nous y arriverons. À Toulon, en 2024, on a 67 voyages en transport en commun par habitant. Autant qu'en 2015. Où est la progression? À comparer par exemple à Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Nice, Montpellier, etc., qui ont toutes entre 200 et 270 voyages par an, soit 3 à 4 fois plus. Et ce n'est pas un BHNS pris dans les bouchons quand il n'est pas en voie propre qui va améliorer les choses. Je vous remercie. Merci. D'autres observations? Si tel n'est pas le cas, je propose de prendre acte du fait que ce rapport a été établi et présenté. Pas d'opposition, pas d'abstention. Elle est ainsi décidée. On va donc passer maintenant à la délibération financière et budgétaire, avec notamment la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Avec peut-être une observation de ma part, c'est la quadrature du cercle. Jamais un rapport d'orientation budgétaire a été présenté dans un tel climat d'incertitude, sans savoir très clairement à quelle sauce les collectivités, notamment la métropole, sera finalement généralement amputée. On ne sait pas quelles seront les contraintes qui pèseront au terme du va-et-vient entre l'Assemblée nationale, le Sénat, la Commission paritaire et le reste, si l'aventure on va au bout des échanges. Nous avons maintenu nos priorités, c'est-à-dire la stabilité fiscale, qui serait quand même opportun pour augmenter les impôts dans la période de l'année. Pour rappeler qu'on est décidé théoriquement de baisser les dépenses et les impôts qui augmentent. On a la volonté également de maintenir le niveau d'investissement, puisque c'est important pour la métropole et toutes nos communes et pour l'emploi. Et dans ces conditions-là, et compte tenu de certaines décisions qui doivent être prises, on va vers une réduction de l'épargne brute de la collectivité. À titre d'exemple, les cotisations URSSAF sur les salaires ont fait une imputation et une amputation importante. On a également ce qui sera prélevé sur les collectivités, on ne sait pas trop où on va, mais l'épargne brute risque de connaître une baisse significative, ce qui nous imposera, dans notre volonté de maintenir un niveau d'investissement élevé, d'augmenter un peu l'emploi. On a des marges, le niveau d'endettement par rapport au métropole comparable est relativement réduit, et donc c'est les orientations qui vont maintenant nous être présentées, en espérant que d'ici le vote du budget, les modifications ne seront pas fondamentales. Monsieur Lucien. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Président nous l'a dit, c'est le contexte budgétaire national qui est sous forte tension. On nous a annoncé dans le projet de loi de
ordonnance de rigueur budgétaire. Simplement, il n'y a pas de majorité, vous avez tous vu, vous avez tous rendu compte. Donc, du coup, on ne sait pas très bien ce qui sortira. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a voté à l'Assemblée nationale sera probablement rejeté au Sénat. Donc, nos orientations aujourd'hui se feront avec une visibilité réduite. Ce que l'on sait, et ce qui est fort probable, c'est qu'on demandera un effort complémentaire aux collectivités locales. Il était de 2,2 milliards en 2025, il semblerait se rapprocher des 5, voire 5,3 milliards en 2026. En plus, il y a une réduction de la dynamique de la fonction de TVA transférée aux collectivités. Vous verrez que sur la TVA, il y a aussi des nouvelles que je développerai qui nous effraient un petit peu. La croissance économique, ça s'annonce pas très forte, 1%, et l'inflation, heureusement, vous aurez modérée. On va privilégier une trajectoire budgétaire réaliste, équilibrée, résiliente. On va considérer la soutenabilité financière, le maintien des investissements structurants, c'est très important, et la préservation et la qualité des services publics métropolitains. En ce qui concerne le fonctionnement sur nos recettes, il va y avoir une stabilisation, mais on va faire preuve de prudence. Pourquoi? Parce que d'abord, sur les impôts, M. le Président l'a dit, il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité locale, et en même temps, il y aura à minima un gel de ressources de l'État. Sur les impôts, les bases augmenteront un petit peu, 1% en lycée. Les taux ne bougeront pas, ce qui fera qu'on estime en taxe foncière 38,5 millions d'euros, en taxe d'enlèvement des ordures ménagères 88,4 millions d'euros, contribution fiscale des entreprises 48,9 millions d'euros, et pour ce qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 11,5 millions d'euros. Pour la 4e année consécutive, on va tabler sur un produit de reversement de la TVA à 112 millions d'euros. La taxe sur les surfaces commerciales, on l'estime à environ 6,9-7 millions d'euros. Le produit de la GEMAPI ne bougera pas, il sera identique à 2025. Les bases ne s'appliquent pas dessus, donc ce sera 4,7 millions d'euros. Le fonds de péréquation intercommunale et communale sera identique, on l'espère, en 2025, pour 11,4 millions d'euros. Vous savez, il est partagé 5,8 millions sur le TVN et 5,6 millions qui est réparti entre les communes en fonction du potentiel fiscal. On aura la taxe de séjour. La taxe de séjour, c'est une recette, mais en face, c'est une dépense identique et elle est intégralement reversée, soit à l'Office du tourisme intercommunal, soit au département, soit à la société de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Ce qui concerne les dotations et participations, la DGF devrait se stabiliser sur sa partie dotation aux intercommunalités, mais baisser sur sa partie dotation de compensation, on estime la baisse à 1 million d'euros. Les allocations compensatrices devraient baisser et être à un taux de 5,2 millions d'euros. En ce qui concerne le FCTVA sur le dépenses de fonctionnement, on parle d'une suppression qui serait plus éligible, et à ce moment-là, on aurait une perte d'environ 800 000 euros. Je vous indiquerai par la suite l'investissement pour aussi sur la poursuite du reversement. Les produits de services, alors, ils seront en légère augmentation, puisqu'on intègre de nouveaux parkings, ceux d'Olioul et ceux de la gare, qui nous rapportera à peu près 750 000 euros de recettes supplémentaires, et on tablera sur 28,2 millions d'euros. On a aussi des loyers perçus sur notre patrimoine immobilier, des recettes versées par les éco-organismes et le Cyclomate, pour à peu près 6,1 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les termes sont difficiles, mais c'est vrai que c'est une austérité ciblée. On va vraiment cibler en faisant très attention à nos dépenses, mais on veut être très efficace. Alors, par exemple, il y a l'augmentation de la CNRACL qui a été décidée par l'État, et ça va peser sur nos charges de fonctionnement, et notamment sur notre 0,12, sur les dépenses de personnel. Les dépenses d'investissement, d'intervention, notamment les subventions d'associations, on va essayer de les maintenir, on va les maintenir. Et l'effort principal va se porter sur nos charges à caractère général, sur nos dépenses courantes. Ce qui concerne les charges à caractère général, on va essayer de les stabiliser, de ne pas les augmenter, à 117 millions d'euros. Ensuite, selon les décisions qui sortiront du budget de l'État, cet objectif ne sera atteignable que par l'ajustement de certaines de nos actions et interventions, en faisant en sorte de ne pas toucher le cadre de vie, la qualité de vie de nos administrés. Les charges personnelles, on a le glissement d'IS technicité, ça c'est automatique, l'augmentation de la CNRACL, la protection sociale complémentaire,
Donc on aura à effectif constant sans recrutement, on aura une augmentation d'environ 3% pour arriver à 142 millions d'euros. Les autres charges de gestion courante sont principalement les subventions aux associations, les contributions aux établissements publics et syndicats, ainsi que les subventions d'équilibre au budget annexe, à tous les budgets annexes. Notre volonté est de préserver ces soutiens, notamment ceux liés à la proximité et à la cohésion sociale, tout en s'assurant de leur efficience. Nous prévoirons plus de 100 millions d'euros. Les atténuations de produits sur les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire versée aux communes, le reversement de la taxe de séjour qui est automatique, je vous le dis, on a une recette au départ en place. Pour les communes, on va garder les attributions de compensation et on conservera encore une année supplémentaire la dotation de solidarité communautaire, qui n'est pas une obligation, mais on y tient à la métropole. Ces atténuations de produits, on va les maintenir à 24,8 millions d'euros, mais toujours, mesures budgétaires de l'État, et notamment le DILICO, qui est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Ce montant est plafonné à 2%. En fait, il s'applique sur nos recettes, 2% de nos recettes. Il est possible que si la métropole est subie, je dis bien subie, le DILICO l'année prochaine, on aura 8 millions d'euros de moins en recettes. Ou pas. Nous verrons bien en fonction du budget. C'est en 2025, nous n'avons pas suivi ce DILICO, mais c'est possible en 2026. Notre situation financière à travers l'épargne brute et la dette, on aura une épargne brute de 45 millions d'euros. Il y a 3 ans, on était à 61, on va passer à 45. Si le DILICO s'applique, soit il faudra encore faire des efforts sur nos dépenses, soit on passera de 45 à 37 millions d'euros de désendettement. Ce qui fait qu'on est à 8 années de désendettement. Mais si le DILICO s'appliquait et qu'on ne faisait pas à nouveau des efforts supplémentaires sur nos dépenses, on passerait au désendettement de 10 années. Notre dette augmentera faiblement pour atteindre environ 360 millions d'euros. On a une volonté très forte, c'est de maintenir notre programme d'investissement métropolitain. On va poursuivre notre effort avec ambition dans l'intérêt des usagers de l'économie locale pour un total d'environ 220 millions d'euros. Pour ça, on va mobiliser notre épargne brute, nos recettes d'investissement propres, notamment les aciers reversés par les communes pour 25,4 millions d'euros, les taxes d'aménagement, les agréments de police pour 9 millions d'euros, les subventions, on va poursuivre, on est aidé par le département et la région, les remercie, mais aussi l'État et l'Europe. On va continuer les efforts pour capter toutes ces subventions. Le FCTVA, c'est en discussion, il y aurait peut-être une année blanche. Vous savez, on parle beaucoup actuellement dans le budget national d'année blanche. Le problème, c'est que si ça s'applique au FCTVA, pour la métropole, ce sera 15 millions d'euros de moins, quasiment, de recettes en investissement. Le recours à l'emploi est indispensable. On va essayer de le modérer aux environs de 40 millions d'euros. Le programme 2026 d'investissement, ça couvre tous nos investissements liés au bâtiment, moyens publics, toutes les compétences de la métropole, des projets de proximité sur l'ensemble du territoire dans les antennes métropolitaines. Bien évidemment, vous avez la liste détaillée dans le rapport complet que vous avez reçu. Je ne vais pas le reprendre. Je vais vous dire quelques mots sur l'ensemble des budgets annexes, puisque nous devons aussi, nous débattons souvent du budget principal, nous devons aussi débattre des budgets annexes. Le budget transport, le cadre de notre DSP, délégation de service public, le forfait charges et recettes ont été estimés, les forfaits charges et recettes ont été estimés contractuellement de manière théorique, et cette estimation, bien évidemment, est actualisée tous les ans en fonction de l'évolution des indices et selon réalisation effective du plan de développement et des options retenues, si on développe les options ou pas. Pour 2026, nous prévoirons l'actualisation du forfait de charge à 12,7% et soit 99,2 millions d'euros. Les recettes d'exploitation sont prévues à 21,8 millions d'euros et le versement de transport à 71 millions d'euros. Nous poursuivons l'aide à l'acquisition de vélos électriques, les subventions pour la maison de la mobilité et pour la compensation tarifaire des Iliens. Un investissement des crédits sont inscrits notamment pour l'acquisition de bus et de navettes maritimes, un atelier dépôt de bus et un PEM à hier, le schéma d'accessibilité des points d'arrêt et diverses opérations du projet de TCSP. Nous aurons plus de 31 millions d'euros d'autorisation de deux programmes et d'investissement. Les autres budgets annexes, donc assainissement, eau, enfin, ensemble. Pour l'eau potable, aujourd'hui nous avons un budget unique, puisqu'il
nous avons fusionné les budgets DSP et les budgets régie. Les tarifs de redevance eau potable demeureront inchangés. Nous prévoirons une légère baisse du montant suivant la tendance baissière de la consommation. Et les principaux investissements concerneront un traitement sur le forage de Fonteval, des travaux sur les barrages et sur les divers réservoirs. Pour l'assainissement, toute la redevance inchangée. Et les investissements, bien sûr, le montant restera un peu, parce que s'il y a moins d'eau, il y a moins de quantité qui vont dans l'assainissement. Les investissements concerneront essentiellement la réhabilitation et le renouvellement du réseau de collecte, notamment sur le secteur de la Moutonne, et la reconstruction de la station d'épuration de Porquerolles et des fosses de relevage. Pour les ports de plaisance regroupés depuis 2023 dans un budget unique port métropolitain, nous prévoirons les études et des travaux sur l'ensemble des ports. Pour le port de Toulon Commerce, géré en DSP et avant la création de la société portuaire, nous conservons la réalisation des travaux primaires, de dragage et le service de remorquage. Pour les parties en régie, le travail de mutualisation et d'optimisation des moyens sera poursuivi pour contenir les charges d'exploitation et permettre le gel des tarifs appliqués au public. C'est l'objectif, c'est de ne pas augmenter nos tarifs. Pour les espaces d'activité entrepreneuriale innovantes et universitaires, comme pour le parc d'activité marine Saint-Mandrier, le budget est équilibré par une subvention du budget principal. Enfin, le budget annexe à des aides à eux comptabilise les stocks de terrain en cours de viabilisation en vue de leur commercialisation. La dette de l'ensemble des budgets annexes s'élève à 135,1 millions d'euros. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ces éléments que je souhaitais porter à votre connaissance dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, dans un contexte, vous l'aurez compris, pour le moins imprévisible. Malgré tout ce contexte est compliqué pour toutes les collectivités territoriales, nous prononçons pas notre ambition pour notre territoire. Merci beaucoup. Merci, Jean-Michel. Qui demande la parole? M. Navarre. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est effectivement toute la difficulté du manque de lisibilité et puis de malhonnêteté au plus haut sommet de l'État. On l'a vu avec le récent scandale des dissimulations, notamment concernant les recettes de l'État. Lié d'ailleurs, et vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, à nos doutes sur les reversions de TVA, le montant, puisqu'on sait que c'est là-dessus sur lequel l'État a triché. Déjà, l'État n'est jamais obligé de voter en équilibre des budgets à la différence de collectivités territoriales, mais en plus, lorsqu'il est volontairement insincère et mensonger, dans ses trajectoires, les agissements de l'État mettent gravement en péril notre avenir financier. Et, nous partageons le doute qui est le vôtre. Nous savons que vous mettez beaucoup d'ardeur à essayer de maintenir un équilibre, mais on voit que la trajectoire dévisse. On voit que l'endettement, qui n'est pas toujours mauvais d'ailleurs, mais que l'endettement dévisse, et notre capacité de désendettement va dévisser. Notre épargne brute diminue de plus en plus. Avons-nous notre choix? Visiblement non. Et donc c'est avec une part de bienveillance que nous regarderons le budget qui nous sera présenté. Lorsque vous dites stabilité fiscale, c'est stabilité des taux. On sait que les impôts de nos concitoyens, notamment sur la taxe foncière, devraient augmenter à peu près de 2,7%. La revalorisation des loyers et l'augmentation des bases par rapport à l'inflation. Donc pour les impôts des habitants de la métropole, ça devrait être 2,7%. Mais par rapport, encore une fois, au doute, peut-être que pour une fois, nous ne demanderons pas l'acte symbolique de baisse des taux, parce qu'effectivement, il faut trouver un équilibre. Et donc, on sait que ce que l'on acte maintenant, à la différence de la dette, au moins c'est clair tout de suite, alors que la dette, c'est de l'impôt sur nos enfants ou nos petits-enfants. Tout de même, nous regarderons, et c'est toute l'attention que nous souhaitons porter dans le budget qui nous sera présenté dans un mois ou dans 2 mois, quels seront les projets qui vont être maintenus, quelles seront les dépenses qui vont être taillées. Et donc, c'est avec beaucoup d'attention que nous verrons dans ces trajectoires-là et dans les doutes quelles sont les grandes décisions que notre métropole doit prendre et qu'elle aurait dû prendre peut-être selon nous dès le début avec la rationalisation. Au moment où on a créé cet échelon de communauté d'agglomération puis métropole, on a selon nous jamais suffisamment rationalisé et au niveau des communes et on a dépensé en fait toujours plus avec la métropole. Donc on verra dans ce qui nous sera présenté, dans les économies obligatoires que l'État ne fait jamais. C'est ça qui est toujours incroyable. Je
parle un peu comme tout le monde aujourd'hui, mais enfin, voilà, c'est encore une fois, on applique aux collectivités, enfin, l'État impose aux collectivités des réductions de dépenses que jamais il ne s'impose à lui-même, même à minima. Donc voilà, on voudrait terminer par ça, que dans les décisions qui soient prises, on est clairement, parce qu'on le sait, il va y avoir une remise à plat des majorités locales en mars prochain, mais malgré tout, cette collectivité va durer, et donc il faut que le service soit toujours plus rapproché des administrés, donc dans toutes les rationalisations et les économies qui seront peut-être nécessaires et présentées lors de l'adoption de votre budget, eh bien nous verrons comment est-ce que le rapprochement des services pour l'administré sera malgré tout toujours plus effectif. Je vous remercie et merci de ce débat. Merci. Votre intervention, M. Leroy. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Musso pour votre présentation détaillée et qui malheureusement montre bien les problèmes des collectivités locales. Vous écrivez vous-même un PLF 2026 ravageur pour les collectivités, c'est écrit dans votre rapport. Selon l'association des collectivités de France, je ne fais que reprendre un terme. Mais qui est malheureusement réel. La métropole TPM se retrouve elle aussi dans une situation de plus en plus dégradée, sans que rien de bon ne puisse être espéré dans les années à venir. Quel est le constat que vous avez dressé? Entre 2024, dernier exercice clôturé, et votre proposition de 2026, les recettes de fonctionnement n'auront augmenté que de 0,35%, donc baissé en euros constants. Les dépenses de fonctionnement auront augmenté de 6,2%. Logiquement, l'épargne brute tombera de 59,2 millions d'euros en 2024 à 37 millions en 2026. Avec une annuité de dette autour de 30 millions d'épargne nette, l'épargne nette ne sera plus que de 7 millions d'euros. Donc l'indice de solvabilité de TPM va se dégrader, vous l'avez dit, de 5,1 à 9,7 années. La cause principale est le gel ou la diminution des dotations de l'État et l'augmentation des ponctions qu'il opère sur nos collectivités. Le TILICO, malheureusement, on ne sait pas encore s'il va être appliqué à notre collectivité. Mais la question principale, c'est que font nos députés et nos sénateurs? Pourquoi votent-ils pour la diminution des dotations aux collectivités locales? Pourquoi cautionnent-ils l'idée que le rétablissement des comptes publics passe par l'asphyxie des collectivités locales? Pourquoi refusent-ils de voter des recettes supplémentaires comme la taxe Zuckman? Que comptez-vous faire pour redresser cette situation qui nous mène à une capacité de désendettement beaucoup trop grande? À partir de 10 ans, le risque est considéré comme majeur par les agences de notation et par les banques. Avec 7 millions seulement d'épargne nette, comment pouvez-nous garantir que la métropole continuera dans les années à venir à avoir une épargne qui permette à minima de rembourser ses annuités d'emprunt? Comment peut-on garantir que la métropole continuera de pouvoir emprunter pour couvrir les crédits de paiement de l'exercice? Comment peut-on faire des économies ou quels sont les investissements que nous allons être obligés de suspendre? Je pense qu'il faut faire pression auprès des sénateurs et des députés de votre bord, qui sont eux qui votent cette diminution des taxes pour les collectivités locales. Je vous remercie. Si vous avez un moment, vous faites pression aussi sur les autres, le parlementaire, parce que on est dans un climat de fantaisie qui est un peu excessif. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, le rapport d'orientation budgétaire qui nous est présenté traduit, vous l'avez dit, un contexte national extrêmement contraint et un effet ciseau lié au décalage croissant entre les dépenses qui continuent d'augmenter mécaniquement, notamment sous l'effet des mesures nationales, et des recettes qui, elles, stagnent et sans fonctionner. Cet effet structurel fragilise notre épargne brute, vous l'avez souligné, et réduit nos marges de manœuvre. Je veux saluer l'effort de transparence du document qui met clairement en évidence, en plus des incertitudes évoquées, les tensions qui pèsent sur nos finances, notamment la hausse des charges imposées par l'État, la perte de dynamisme de la télé affectée et les incertitudes majeures liées aux digitaux, comme l'a souligné Ange Musso, dont le doublement d'entrée pouvait représenter jusqu'à 2% de nos recettes sur un choc de plusieurs millions d'euros pour TPM. Et dans le cadre du débat de l'orientation budgétaire qui porte sur l'ensemble des paramètres susceptibles d'affecter notre trajectoire financière, je souhaite compléter l'analyse du ROP, si vous permettez, par un élément qui ne figure pas, mais dont les conséquences budgétaires pourraient être significatives dès 2026. Je veux parler de la décision du Conseil d'État concernant la desserte des îles et de la question soulevée autour du régime juridique des navires exploités dans le cadre de la DSP. L'article de Marbatel paru récemment indique que la métropole a saisi le tribunal administratif afin de lever le doute sur l'interprétation juridique des biens de retour et que la réponse est attendue pour 2026. Je comprends donc parfaitement que, dans l'attente de cette clarification,
que le sujet n'ait pas été intégré dans mon rapport présenté aujourd'hui. Pour autant, il me semble utile d'anticiper les conséquences financières possibles afin d'avoir une vision complète des risques de défense au niveau. Si le navire a été requalifié comme bien de retour, ce que le CGCT prévoit lorsqu'un bien est indispensable à l'exécution du service, cela impliquerait plusieurs impacts directs. Premièrement, sur le plan comptable, conformément aux règles des 57, ces navires devraient être inscrits à l'actif de la métropole à leur valeur nette comptable, et cela générerait indirectement une hausse des dotations aux amortissements dans le budget annexe transport. Sur le plan financier, la collectivité deviendrait responsable de la maintenance lourde, des carénages et des contrôles réglementaires, des mises aux normes environnementales et le cas échéant du renouvellement ou de la remotorisation d'une partie de la flotte. Il s'agit de dépenses importantes qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros et qui auront un impact direct sur la section de fonctionnement comme sur l'investissement. Et enfin, sur le futur appel d'offres, le transfert de propriété devra être intégré dans le cahier des charges de la prochaine PSP. Et selon le scénario retenu, cela pourrait influencer le niveau de forfait des charges de l'exploitant. Ma démarche consiste simplement à compléter la lecture du compte par un scénario exogène mais prévisible, dont la métropole elle-même attend une clarification juridictionnelle. Je vous remercie. Merci. C'est votre intervention. Monsieur le Président, oui, en ce qui concerne cette décision du Conseil d'État, je pense que le contraire sera très bénéfique pour la métropole, puisque ça ouvrira beaucoup plus à la concurrence. Et ensuite, tout ce qui est tout ce qui est entretien non environnemental, tout ça, on le mettra dans la DSP. Et à titre personnel, ça fait des années que j'essaie de convaincre un petit peu tout le monde à la métropole, c'est que le fait d'acheter nous-mêmes tous les biens, tout ça, c'est pas toujours facile. Et ces histoires de biens de retour, dans le cadre de délégation des services publics, sont pour moi une avancée pour la métropole plus qu'un frein. C'est ce que je pense, et tout sera donné dans le cadre des SP, et chaque société reprendra les biens en fonction de leur valeur, et on aura beaucoup plus de concurrence à mon sens. Bien, merci. Quelques mots aussi de réponse aux interventions. L'endettement est en voie de s'accroître au vu du contexte, car le déguisé paraît excessif, dans la mesure où le système d'alerte pour la capacité des endettements c'est 12 ans, et que nous sommes à 7 ans. Donc il y a de la marge, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser, mais ça veut dire qu'il faut quand même rassurer. Sur la rationalisation, je crois qu'elle est entamée depuis longtemps. La rationalisation, c'est un processus continu. Il n'y a pas une année du 4 août de rationalisation, c'est une préoccupation permanente. Je crois qu'à présent, la gestion de TPM, depuis quelques années, elle doit être bien sûr maintenue, la vigilance et la règle. Je vous ferai également remarquer que pour les investissements, il y a beaucoup d'autorisations de programme. Ce qui veut dire que les choses sont prévues dans le temps, qu'il n'y a pas de surprise. L'autorisation de programme, c'est ce qui permet de déterminer dans une collectivité ce qui est plus structurel de ce qui peut être plus conjoncturel ou opportuniste. En tout cas, d'une façon logique et responsable de gérer. Et puis il y a un problème qu'on n'évoque pas. On dirait qu'on a une sorte de pudeur à le dire, mais si c'est une évidence, je préfère quand c'est les portes ouvertes. L'État a une injustice absolument totale à l'égard des collectivités. L'État qui peut se permettre tous les déficits du monde et emprunter de façon globale, que ce soit dans un canigou budgétaire pour le fonctionnement et pour l'investissement. Aucune collectivité en France, sauf Angoulême à une certaine époque, ne s'est trouvée en déficit de fonctionnement. Nous sommes en permanence en train de gérer. Et quand nous investissons, quand nous empruntons, c'est pour l'investissement et non pas pour financer, je ne sais quelle coquetterie ou quel abus de fonctionnariat. Donc c'est ça qui est insupportable. L'État n'est pas responsable, il est, je dirais, à l'origine principale de la dette que connaît le pays, et au lieu et place actuellement de faire des économies sur son périmètre, vous savez, il y avait un économiste du 17e Condia qui disait quand l'État fait le bien, il le fait mal, quand il fait le mal, il le fait bien. Et il ajoutait, à l'intérieur de son périmètre, l'État n'a jamais assez de pouvoir, à l'extérieur, il en a toujours trop. Et que l'État fasse son boulot. Mais au lieu de faire son boulot, au lieu de réduire ses dépenses, je n'ai pas encore entendu
une esquisse de réduction de dépenses de l'État, il dit aux collectivités de faire des économies. Alors il transfère les responsabilités, il prend des normes comme les cotisations URSSAF qui pèsent sur nous, il transfère des missions et il prélève pour faire place, pour subir son incontinence. C'est insupportable. J'entendais, comme certains d'entre vous hier, M. Borloo, avec sa forme parfois un peu agitée, et toujours créatrice, dire qu'il faudrait peut-être un peu réfléchir à l'organisation de la France. C'est vrai que c'est un peu insupportable dans un système où aujourd'hui ce sont les coupables qui donnent des leçons et qui imposent des difficultés. Quand on parle de notre endettement un peu accentué, c'est rien d'autre que les obligations que nous fait l'État par la réduction de nos moyens et par le transfert des charges. Donc je crois qu'il faut le dire, il faut le dire fort, il y a une injustice totale de transférer ses responsabilités, ou plutôt son irresponsabilité. Je l'ai déjà indiqué, le désendettement de la métropole peut augmenter, mais nous sommes encore loin de ces valeurs. Ils ne sont pas de 10 ans, mais de 12 ans, et quand on est à 7 ou 8, on est encore très en deçà de la dette par habitant de la moyenne des métropoles françaises. Enfin, Madame Porteuse, pour la TLV, nous sommes très vigilants. Nous ne sommes pas responsables des décisions du Conseil d'État sur les biens de retour. Nous sommes bien sûr en contact avec les responsables de la TLV pour voir au terme de l'expertise que nous avons demandé comment cela pourra être soldé. Et c'est vrai que les remarques que faisait M. Michel sont fondées. L'augmentation de la concurrence qui ne pouvait pas exister est une bonne chose pour les usagers. Il faut se rappeler quand même que pour la Porquerolles, il faut se rendre de moyens quand on y va avec son épouse et ses 2 enfants. Et ce n'est pas un avantage pour les commerçants qui accueillent ces touristes ou ces usagers. Donc davantage de concurrence. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a une redevance qui pourra être perçue, qui pourra être plus significative. Donc je crois qu'il faut être plus responsable. Il faut se demander combien coûtera éventuellement la reprise du matériel non amorti, bien entendu. Mais je voudrais quand même vous inviter à une réflexion. On va avoir un budget dans un mois, je crois. Ce budget sera également un peu incertain pour le reste. Je suis pas sûr que tous les problèmes de l'État auront été soldés. On aura aussi des décisions budgétaires modificatives. En 2026, un mois très important partout. Parce que les collectivités locales, les mairies, parce que les métropoles, parce que les régions, les départements sont également dans ce climat des inquiétudes. Au lieu de place d'une situation, je prends une commune que vous connaissez bien, où les décisions budgétaires modificatives sont 1% ou 1,5% du budget cognitif, on va se retrouver sans doute en 2026 avec des DDM qui vont être importantes et qui vont nous obliger à réfléchir. Donc on est relativement prudent, on est responsable, on est bien obligé de s'inscrire dans une trajectoire qui est peut-être celle qu'on aurait pu souhaiter. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Il n'y a pas de vote, je crois, sur le ROB. On prend acte que cet échange a eu lieu et on se donne rendez-vous pour le vote du budget. La délibération suivante porte sur une question modificative numéro 2, très limitée par rapport à ce que je vous annonçais pour le futur, pour le budget national de la métropole, M. Duchamp. Monsieur le Président, mes chers collègues, essentiellement, l'objet de cette délibération modificative numéro 2 en fonctionnement, c'est la régularisation de 720 000 € au remboursement des taxes foncières de parking de la ville de Toulon pour l'exercice 2019, avec 252 000 pour les charges d'intérêt et à recette de refacturation de charges personnelles du budget annexe sont ajustées au hauteur de 245 000 €, ce qui fait qu'en investissement et en fonctionnement, on s'équilibre en fonctionnement à 2 214 817 € et en investissement à 1 184 989 €. Merci. Pour l'observation, je me vois qui est pour. Abstention. Budget annexe transport, mission modificative numéro 2. Oui, cette modification numéro 2, pardon, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est essentiellement retracer le besoin de crédits supplémentaires pour le règlement des sommes dues aux délégataires au titre de l'actualisation du forfait des charges de 2023 à 2025 pour 4 300 000 € en fonctionnement.
programmes, matériel roulant, réseau Mistral, HNS, pour l'échange multimodal et autres. On vote les ajustements de programme, c'est-à-dire que l'autorisation de programme baisse, c'est simplement que ça baisse sur 2005 et que ça va remonter sur 2026. Donc, fonctionnement 4 400 000, un investissement en baisse de 2 233 167 euros. En observation, je me vois qui est pour, abstention, je vous remercie. Toujours budget annexe par l'activité marine Saint-Andrier. Monsieur le Président, chers collègues, c'est essentiellement pour objet en fonctionnement la dotation de provision pour dépréciation des comptes renouvelables, car en fonctionnement, on est de 122 millions en recette et en dépense. Même vote. Même vote. Espace d'activité entrepreneuriale et de vente universitaire, mission modificative. Monsieur le Président, chers collègues, la mission modificative numéro 2 a les mêmes objectifs, c'est la dotation en provision pour dépréciation des comptes renouvelables, je laisse en fonctionnement de 186 000 euros. Même vote. Même vote. Assainissement. La mission modificative, le même objectif, c'est l'ajustement du crédit en dépense et une reprise de dotation en provision pour dépréciation des comptes redevables avant recette. Et elle s'équilibre à 192 600 euros. Merci. Même vote. Assainissement non collectif. Pour l'assainissement non collectif, il s'agit aussi d'une dotation en provision de dépréciation des comptes redevables à hauteur de 7 800 euros, mais la décision modificative en recette et en dépense s'équilibre à un montant. Un vote. Je vous remercie. Budget annexe O. Oui, il s'agit, M. le Président, chers collègues, d'un ajustement des crédits relatifs aux intérêts pour remboursement de la ligne de trésorerie en dépense et la reprise sur provision pour dépréciation des comptes redevables s'équilibre en fonctionnement à 140 000 euros et un investissement à 10 000 euros. Un vote. Je vous remercie. Port métropolitain. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'un ajustement de la provision pour négociation des comptes redevables et d'ajustement du poste impôt sur les sociétés. Et l'ensemble s'équilibre en fonctionnement à 268 618 euros. Un vote. Je vous remercie. Toulon port commerce. Alors, il s'agit en fonctionnement de l'ajustement des crédits relatifs aux intérêts pour remboursement de la ligne de trésorerie en dépense et la reprise sur provision pour dépréciation des comptes redevables en recette. Un investissement plus de 1,6 millions d'euros sont inscrits au titre du solde des subventions restant à percevoir pour l'opération d'électrification des quais, l'emploi étant diminué d'autant. Donc ça s'écrit en fonctionnement à 180 000 euros et un investissement à zéro puisque les recettes supplémentaires s'équilibrent avec un emploi en retour à la vitesse. Merci. Un vote. Donc approuvé. Parking métropolitain. Cette décision modificative est essentiellement pour objet en fonctionnement la dotation de provision pour négociation de comptes des tiers pour 9 600 euros. Un vote. Je vous remercie. On passe à la création d'une autorisation de programme relative à la programmation pluriannuelle de l'opération de construction d'un site d'exposition de maintenance et de remisage et d'un parking relais à Saint-Auguste sur le territoire métropolitain de Toulon. Monsieur le Président, mes chers collègues, le cadre du HLS, l'opération consiste à la construction de 2 équipements dans la ZAE de Saint-Auguste, un site d'exploitation de maintenance au remisage, une capacité d'accueil 150 bus, 80 places véhicules légers, permettant d'accueillir une partie de la flotte de bus de 24 mètres de HNS, ainsi qu'une partie de la flotte de réseau Mistral, et en même temps un parking relais, parc public de stationnement en superstructure largement ventilé, à vocation mixte, horaire abonné, capacité d'accueil 510 places pour le stationnement des voitures, 20 places de stationnement de roues motorisées, 25 places de stationnement de vélos, 200 places dédiées aux usagers des transports en commun, 110 places dédiées aux agents du site et 200 places dédiées au quartier. L'autorisation de programme que je vous propose, c'est estimé à 88 millions d'euros TTC, plus 13 millions d'euros de taxes, pour une durée de 8 ans, sur la période 2025 à 2032. Observation. Dans l'observation, je me vois qui est pour. Abstention. Contre. C'est donc approuvé. Mise à jour des crédits de paiement pluriannuel, opération de sécurisation et valorisation des remparts des accès de la Villa Noire. Les ajustements de crédit, M. le Président, mes chers collègues, et du paiement n'ont aucune incidence financière sur le montant global d'autorisation de programme, fixé à 7 millions de TTC, issus sont saturés, fixé à Chiron, simplement en équilibre en fonction des années et des avancées du travail. Merci. Observation. Donc approuvé. Alors, la prochaine évaluation.
Monsieur Simon, pas rapport au vote, j'espère qu'on va rester avec la proposition, pas rapport au vote, et sur ce passage. Il s'agit en effet de la mise à jour, des crédits de paiement pluriannuels relatifs à l'opération de requalification de la RD 559 à Almanar sur la commune d'Yann. Pourquoi doit-il nous sortir? C'est terrible, Monsieur le Président, parce qu'il s'agit juste d'une signature de convention entre le département et TPN. Et vous avez imaginé l'intérêt personnel que peuvent avoir les conseillers départementaux. Il vaut mieux faire preuve de prudence par les temps qui courent et attendre que les cellules soient effectivement sorties. Merci beaucoup, désolé pour ce petit retard, Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est en plus, c'est l'ajustement de crédit de paiement, donc aucune incidence financière pour le montant global de l'autorisation de programme, qui est fixé à 7,7 millions d'euros, sur sa durée fixée à 4 ans. Donc, ça ne change pas grand-chose, c'est simplement pour prendre en compte l'avancée effective des travaux et les paiements effectifs de chaque année. Pas d'observation. Donc, à trouver, on peut demander aux mains de revenir. Migration alternante. Passer à la mise à jour des crédits de paiement pluriannuel relatifs à l'opération du pôle de changement multimodal à Yann. Excusez-moi. On indique que la loi NOT nous impose désormais de voter au rôle. Donc je vais mettre au voie, avant la prochaine délibération, le rôle qui vous a été présenté par la juridiction, qui est pour, qui s'abstient, contre. Je vous remercie. Alors, évidemment pour le problème derrière. Monsieur le Président, mes chers collègues, là aussi pour le problème des charges multimodales de l'IA, les ajustements de crédit de paiement n'ont aucune incidence financière sur le montant global de l'autorisation du programme, qui est toujours fixé à 24 millions d'euros DTC, mis sur sa durée, fixée à 8 ans. L'observation, la proposition, donc ainsi décidé. Toujours mise à jour des crédits de paiement pluriannuels pour le ravalement des façades et la rénovation énergétique de l'hôtel des Arts à Toulon. Monsieur le Président et chers collègues, c'est justement de crédit de paiement d'aucune incidence financière sur le montant global de l'autorisation du programme, fixé à 7 millions d'euros, mis sur sa durée, fixé à 6 ans. Même vote, pas d'observation, c'est donc approuvé. Toujours mise à jour pour l'aménagement de l'îlot de la Loubière sur le territoire de Toulon. Monsieur le Président, mes chers collègues, en ce qui concerne cette modification, le montant global de l'autorisation du programme est fixé à 5 millions et reste inchangé. En revanche, il y a une prolongation d'une année fixe à 6 ans maintenant, soit de 2021 à 2026. Même vote. Je vous remercie. Mise à jour de l'autorisation de programme et de paiement pour l'opération de réalisation du complexe aquatique du Ballon du Soleil sur le territoire de la Cour. Monsieur le Président, mes chers collègues, le montant global de l'autorisation de programme fixé à 8 425 000 euros DTC préalable est augmenté de 2 575 000 euros, soit un montant total de 11 millions d'euros, et on prolonge de 3 ans la durée qui est fixée à 11 ans, soit de 2021 à 2031. Observation. Observation, je me vois qui est pour. Abstention. C'est donc approuvé. Toujours crédit de paiement pour la réflexion de la corniche Tamaris-Pacha. Tamaris, la section. C'est le Président de chaque collègue, s'agissant de crédit de paiement d'aucune incidence financière sur le montant global d'autorisation du programme, qui est fixé à toujours à 39 millions d'euros TTC, d'ici à une durée fixée à 9 ans. Même vote. Même vote. Mise à jour pour la requalification des voies du secteur des quartiers Fabre et Félin au sein du périmètre condensé à Sifflot. Monsieur le Président de chaque collègue, sur cette opération de
crédits de paiement, on a une incidence financière sur le montant global, mais qui est en baisse de 1 352 000 et qui est fixé à 5 600 000 euros TTC. Et il convient de prolonger sa durée d'une année, fixée à 6 ans, soit de 2024 à 2022. Même vote, merci. Toujours mise à jour. Pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un projet de transport en commun site propre. Ce président, chers collègues, nous conservons un montant à 7,2 millions en revanche, en augmente d'une année pour le fixer à 8 ans de 2021 à 2028. Observation, oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Cette mise à jour et la suivante montrent que des retards ont été pris ces dernières années. Que cela présage-t-il pour les années à venir? Pourquoi de tels délais pour un parcours où la plupart des aménagements importants ont déjà été faits? Pour un BHNS, vous avez des temps de travaux supérieurs au temps de travaux d'autres métropoles pour des lignes de tramway. Cela me laisse un peu rêveur. Merci. Là, je vous en prie, monsieur. Je me revois qui est pour. Abstention. Contre. Je vous remercie. Alors, crédit de paiement relatif à la phase 1 du projet de bus au niveau de service, section de la mer Bianca. Oui, il s'agit d'une autorisation de programme pour les travaux aussi. L'autorisation de programme est fixée à 55 millions d'euros TTC et la durée 6 ans, rien ne change. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc d'accord. Toujours mise à jour pour les réseaux d'enfouissement de réseau, les plans d'enfouissement de réseau menés par le territoire d'énergie, Varsilec. Oui, M. Bernard Charcolet, c'est sur notre crédit de paiement, donc une incidence financière sur le montant global d'autorisation de programme qui est fixé à 12 500 000 euros, mis sur sa durée fixée à 5 ans, et c'est un moment de très très belles opérations. Un vote. Qui est pour? Abstention. Pour. Donc, le monde est contre. D'autorisation au projet, la partie immobilière, le projet base des agents des crédits de paiement que honnêtement, c'est sûrement fondé toutes ces délibérations. On se demande pourquoi, de façon administrative, ça ne pourrait pas être après une information résolue. Chaque fois, la conclusion de ce monsieur de dire rien n'a changé. On y va. Là c'est la fin, il s'agit du versement du dernier crédit de paiement clôturant le dossier. Simplement, on ne pourra pas le verser en 2025, mais on va le verser en 2026. Donc ça change rien, c'est toujours en 312 500, mais il nous restera la queue de comète en 2026. En observation, pas d'opposition, donc approuvé. L'acquisition foncière d'une parcelle en sa fonds de concours, en tout cas la ville de Toulon, pour accueillir une parcelle à la Beaucaire pour la construction d'un groupe scolaire, service public et d'un parc de jeux. Monsieur le Président, chers collègues, le total d'opération est de 3 800 000 euros hors taxe. Nous proposons une participation du CPM par temps de de 870 760,47 euros. En observation, en opposition, c'est donc approuvé. Attribution d'un fonds de concours à la ville de la Seine pour des travaux de mise aux normes et de sécurisation dans les bâtiments communaux. Le coût prévisionnel total est de 1 133 090 euros. Le département a participé à hauteur de 697 854 euros. Je vous propose une participation de la métropole de 232 618 euros. Observation, pas d'opposition, c'est donc approuvé. Fonds de concours, la ville de la Seine pour la vérification de sobriété énergétique. Le coût total de l'opération est de 498 185 euros. La participation du département est de 194 111 euros. Je propose une participation de la métropole de 98 37 euros. Un vote. Et on passe à un fonds de soutien à la production cinématographique, audiovisuelle et nouveaux médias. Modification des cas d'intervention. Monsieur Busson. Simplement l'instruction, on dit déjà en 2025 qui a permis de mettre en évidence, hier, la nécessité d'apporter les modifications suivantes, cas d'intervention, modification des dénominations de type d'œuvre et précision et ajout de pièces justificatives pour le versement du sol. Merci. Observation, position, abstention, c'est donc approuvé.
Merci, monsieur le ministre. Parcours sans faute. On passe au choix d'attributaire numéro 1 dans la procédure. Là, je parle au niveau des salaires. Monsieur Callahan. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit de désigner le titulaire de l'exploitation d'une activité de service public liée aux dames de mer. Cette activité doit se faire à travers deux conventions. La première sous-traitée sur la plage naturelle et la deuxième c'est une AOT non constitutive de droit réel pour exploiter une charrière d'arrière aux plages. L'attributaire et la SAS n'est pas d'accord. Observation. Je le vois qui est pour. Abstention. Position. C'est donc approuvé. Musso le retour. Modification de la délibération du 16 décembre 2021 relative à la rémunération des intervenants extérieurs sollicités dans le cadre des actions d'accompagnement des agents en matière de santé et de sécurité au travail. Oui, nous avons depuis 2021 l'accroissement des interventions que je propose de porter l'enveloppe annuelle consacrée aux vacations de 27 000 à 35 000. Très bien. Pas d'opposition, de l'abstention, c'est donc approuvé. Lié à l'approbation de la modification numéro 6 du plan local d'urbanisme. M. Militi. Merci, M. le Président. La présente délibération vise à approuver la modification numéro 6 du PLUR portant sur plusieurs objets. Cette modification implique des évolutions du règlement écrit et graphique ainsi que des annonces du PLU. En observation, abstention, c'est donc approuvé. Je vais demander pour la prochaine délibération au représentant de la société BAD, Mme Lascolicerne, Mme Turbat, Mme Mondeux, Mme Pain, Mme Lévy, M. Chouquet, M. Moreno, ainsi que les administrateurs de la SAER-VAD de s'absenter. Puisque nous allons en effet parler de la concession de renouvellement santé des quartiers de la gare, convention de gestion loi numéro 7. Je redonne la parole à M. Militi. Chers collègues, une convention de gestion a été signée en février 2019 par la métropole, la BDR et son aménageur par l'aménagement du logement pour permettre le suivi et l'exécution par la ville de l'opération de renouvellement urbain de son centre historique du quartier de la gare dans le cadre d'une concession aménagement ayant pris effet en mai 2018 pour une durée de 10 ans. Considérant que les crédits seront inscrits à l'opération numéro 714 au budget principal 2026, il est proposé de délibérer pour autoriser le président de la métropole à signer l'avenant numéro 7 à la convention de gestion tripartite annexée à la délibération. Merci. Observation. Abstention, c'est donc approuvé. Ceux qui sont sortis peuvent rentrer. On passe à l'avis de la Valette pour une modification simplifiée numéro 6. Nous demande de faire évoluer le PLU de la Valette qui va par le biais d'une modification simplifiée numéro 6. Cette délibération vise donc à justifier la non-nécessité de soumettre cette procédure à évaluation environnementale et à définir les modalités de la mise à disposition du public selon les modalités classiques. Observation. Je l'envoie qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Clôture du programme d'aménagement d'ensemble pacte d'activité de la Mignonne sur la commune de Siffron. Le programme d'aménagement d'ensemble pacte d'activité de la Mignonne a été créé par délibération du conseil municipal de la commune de Siffron-les-Plages le 19 février 2001. Les équipements publics à réaliser dans ce secteur étant aujourd'hui pleinement achevés et le dispositif du PAE étant plus applicable depuis le 1er mars 2012, il convient de se prononcer sa clôture. Bien. Et pour la clôture, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc clôturé.
Programme d'aménagement quartier La Pertuade sur Sifour. Même sujet que le précédent. Le programme d'aménagement d'ensemble du quartier de La Pertuade a été créé par délibération du conseil municipal de la commune de Sifour le 27 mai 2010. Les équipements publics à réaliser dans ce secteur étant aujourd'hui pleinement achevés, le dispositif du PLU n'étant plus applicable depuis le 1er mars, il convient de prononcer sa clôture. Clôturé, c'est de dépoussiérage, toujours à Sifour, quartier La Pédule, Saint-Jean. Même chose, les équipements publics à réaliser dans le secteur du quartier de La Pédule de Saint-Jean étant aujourd'hui pleinement achevés et le dispositif du PLU n'étant plus applicable depuis le 1er mars 2012, il convient de prononcer sa clôture. Et donc, la position, Zach et Marie-Gabriana, toujours à Sifour. Monsieur le Président, je crois qu'on n'a pas voté pour la 36. Pardon. Il semble qu'on n'ait pas voté pour la 36. La 36. On n'a pas vu la 36. Bon, la 36, c'est la 27. On fait la clôture. C'est tout. Et là, on supprime alors. On la 38, on supprime. Je vous laisse la parole. La 38. Chers collègues, conformément au dossier de réalisation de la salle de Marie-Mariana à Sifour, ont été vendus les équipements publics réalisés et les espaces publics classés dans le domaine public. Elle peut donc être clôturée et ainsi rendre un nouveau applicable lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme validant la création de surfaces taxables, la perception de la part métropolitaine de la taxe d'aménagement, dont l'application avait été supprimée lors de la création de la ZAC, ainsi que de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Pas d'observation. Donc approuvé. Un bon numéro 4 à la convention habitable multisite dans la métropole de Tours, le PF PACA. La convention multisite habitable numéro 3. Ah, pardon. Oui, M. Simon, j'ai averti. On fait l'initiative. La convention multisite habitable numéro 3 a été signée le 17 décembre 2018 entre l'EPF, PACA et la métropole. Et l'avenant numéro 4 permettait d'augmenter l'enveloppe financière de 30 millions d'euros portant le montant total d'engagement autorisé à 95 millions d'euros et d'adapter les modalités de gestion locative des monopropriétés. La proposition, l'abstention, c'est donc approuvé. M. Simon, M. Bertini, dans le bureau gérard. Prescription acquisitive de parcelles appartenant à des personnes privées sur la commune de Toulon. La ville de Toulon publie par substitution de ses droits et obligations la métropole TPM ont intégré dans le réseau routier un ensemble de parcelles appartenant à des personnes privées et les entretiennent de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque. Cette intégration découle la plupart du temps de l'autorisation d'urbanisme ayant généré des alignements de parcelles au droit, des voiries et des servantes. Il y a donc lieu de constater la prescription acquisitive pour ces emprises foncières. Merci. Pas d'observation, pas d'opposition, c'est donc approuvé. La mise en œuvre de la délibération du Conseil métropolitain concernant le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. La métropole TPM a transféré en 2018 la compétence infrastructure et de recharge pour véhicules électriques au syndicat territoire d'énergie 83 pour déployer 300 points de recharge conformément à l'action 36 du plan de déplacement urbain. Deux phases ont été engagées au travers de deux délibérations en 2019 et 2020. La première correspondant aux 188 premiers points de charge est achevée, tandis que la seconde permettant d'atteindre 300 points de charge se termine fin 2025 se terminera.
début 2026. Les délibérations évoquées précédemment nécessitent une mise à jour des plans de financement ainsi que la ventilation entre crédits d'investissement et de fonctionnement. Et il convient donc la charge de la métropole TPM reste inchangée, s'élève à 1 818 838 €. Cette somme est libérée selon un premier fonds de concours plafonné à 75% du montant hors taxe subventionné, inscrit à l'investissement, soit 1 17 628,50 €. Le solde de la contribution de la métropole est financé en fonctionnement pour 801 209 € conformément au texte de loi encadrant les activités des syndicats énergie. Les crédits sont inscrits au budget principal 708, opération 708. Observation? Pas d'opposition? Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. Guitti. On va passer à M. Cavana, l'habitat pour le logement d'abord, l'approbation d'un guide parcours logement insertion jeune. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit d'approuver un guide méthodologique pour parcours logement insertion jeune métropolitain. Depuis 2009, CFPM a fait de l'accès au logement des plus démunis une priorité. Cette ambition se décline notamment par différentes actions et plus particulièrement avec le déploiement des parcours logement insertion jeune. Pour cela, ce PLIJ s'appuie sur plusieurs outils et dans ce cadre, un guide méthodologique a été élaboré avec des professionnels ainsi que des jeunes. À l'observation? Pas d'opposition, c'est donc approuvé. Pour la prochaine délibération, Mme Arnaudville, Mme Vélan-Masson, M. Basson, M. Chouquet, M. Stassinos, Vox, allez-y distraire, puisqu'on va parler de l'habitat privé, l'opération programme d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain sur la commune de La Seine. Monsieur Corona. Oui, mes chers collègues, dans le cadre de la démarche de renouvellement urbain du centre historique engagé par la ville de La Seine et ses partenaires, il est proposé d'approuver le projet de la nouvelle convention au PAERU relative au centre ancien pour une période de 5 ans, de 2025 à 2030, avec le périmètre d'intervention et la route. Observation, pas d'opposition, c'est donc approuvé. Et donc, les intéressés peuvent reprendre leur place, à l'exception de M. Masson. C'est écrit, hein, vous savez, je fais écrire. On va en fait parler du protocole d'accord du grand cadre de l'insertion et l'emploi, qui de l'horizon d'emploi TPM. Oui, il s'agit d'autoriser la signature du protocole du plan local de BUL pour l'insertion et l'emploi avec les différents partenaires. Il s'agit à travers ce plan de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes confrontées à des difficultés sociales et professionnelles. Il est proposé de renouveler le PMI pour une durée de 5 ans de 2026 à 2030. Ok, pas d'observation, pas d'opposition, c'est pas approuvé. Et nous passons à l'adoption du règlement modifié de convention de collecte et de valorisation des déchets. M. Cavana. Oui, on met à jour le règlement de prévention de collecte et de valorisation des déchets pour la métropole, sachant que cette modification porte sur les tarifs applicables aux professionnels. Pas d'observation. Eh bien, la nouvelle grille est donc adoptée. Les statuts d'établissement de conversion environnement de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, PACA, augmentation de la contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité, M. Vincent, on voit le séquence. M. Cavana. Oui, l'un des participants, à savoir l'Agence régionale de la biodiversité,
L'Office français de la biodiversité souhaite augmenter sa participation financière et passer de 300 000 à 400 000 euros dans la mesure où les statuts fixent le montant des contributions. Il y a lieu de modifier les statuts pour prendre acte de l'augmentation voulue par l'Office français de la biodiversité. Déclaration. Je vous remercie. M. Vincent Auvergne est à sa place. Vous écoutez M. Cavada pour parler de la convention type de mise à disposition et tarification des espaces de réunion du bâtiment du technopole de la mer. Oui, mes chers collègues, la métropole occupe sur le site du technopole de la mer un immeuble qui est mis à disposition pour des réunions, pour accueillir des manifestations à caractère professionnel. Il s'agit avec cette délibération d'adopter une convention type de mise à disposition ainsi que la tarification des salles concernées. Tout le monde est d'accord? Je vous en remercie. Pour la prochaine délibération, Mme Chambon, M. Collard, Mme Laporte, M. Magui, Mme Marino, M. Navarra, Mme Pin, M. Stassinos ne pourront pas prendre part au vote et peuvent sortir de la salle. Je donne la parole à Mme Massy pour la convention territoriale d'exercice concerté relative à l'enseignement supérieur à la recherche entre la région et la métropole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention avec la région concernant l'enseignement supérieur et la recherche pour la période 2025-2026. Ces conventions ont pour objectif de permettre aux collectivités qui le souhaitent de cofinancer des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, dès lors qu'ils sont en cohérence avec les orientations du schéma régional. Pas d'opposition, pas d'observation, c'est donc approuvé. Nous allons demander au sortant de vote. On passe au dispositif parcours BAFA TPF 2026. Autorisation de signature des conventions avec les bénéficiaires, les communes partenaires, la CAF et les prestataires. Monsieur Lazzi. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, il s'agit d'aider nos jeunes du territoire de 17-25 ans pour obtenir le BAFA. Donc, je rappelle, c'est une brevet d'aptitude de fonction d'animateur qui coûte environ 1000 à 1200 euros. Il y a 3 modules, le 1, le 2, le 3. Le 1 et le 3 qui sont théoriques, le 2 c'est l'immersion en stage. Et on propose d'aider nos jeunes à hauteur de 400 euros pour le module 1 pour un montant global de 20 000 euros par an. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Donc, et à nos gars. Alors c'est le même principe, donc aux jeunes de 17-25 ans du territoire pour l'insertion socio-professionnelle, pour la recherche de la mobilité, pour maintenir ou pour avoir accès à une région, pour un montant global de 70 000 euros. Il y a eu 125 bénéficiaires en 2024 et 128 là en cours en 2025. Observation. Donc approuvé. Monsieur Albertini va parler du rapport des mandataires de la CEDOC, Cénoise de Zone. Président, mes chers collègues, donc le décret du 4 novembre 2022 impose la présentation d'un rapport annuel des représentants de la collectivité au sein des entreprises publiques locales, la CEMOC, Cénoise des Eaux, a été constituée en 2017 avec l'opérateur Suez pour 65% de capital et le transfert de compétences. La métropole TPF a repris les parts sociales de la ville pour 60%. La Cénoise a pour objet d'assurer la gestion du service public d'eau potable qui lui a été confié dans le cadre d'un contrat de concession. La métropole est représentée au conseil d'administration par 4 membres. Le rapport des mandataires a pour objectif de fournir une information complète sur la société pour assurer la transparence de son fonctionnement et permettre son contrôle en présentant les comptes annuels de l'exercice 2024. Il s'agit de l'adopter. Pas d'observation, pas d'opposition, il est donc adopté. Madame Péguy, régie de recettes par métropolitain, tarification. Oui, merci Monsieur le Président. La métropole est compétente en matière de gestion et d'entretien des parcs et aires de stationnement.
Et soit au travers de contrats de concession de délégation de services publics, soit en régie. Dans ce second cas, la métropole exploite directement les parcs de stationnement Martigny-à-la-Seine, de Tête-de-Ville, d'Assigny, Frégates, de Soleil, Citadelle, et aujourd'hui sur la commune de Hierro-Papier, métropole propose des tarifs qui s'appliqueront au 1er janvier, mais le conseil des comptes propose au conseil des comptes de ne pas modifier les tarifs. Observation, opposition, c'est donc approuvé. Pour la prochaine délibération, conseil départementaux doit nous quitter temporairement. Pierre Magny, Madame Merci, Madame Monteur, Madame Brianon, M. Albertini, M. Benevanti, M. Bonnet, M. Masson, M. Moreno, M. Roux, M. Simon. Nous allons parler d'une convention tripartite pour la métropole au conseil départemental de la société FDTPM relative aux modalités tarifaires destinées à l'insertion des bénéficiaires de revenus de solidarité active. Madame. Oui, Monsieur le Président, vous avez tout dit, d'autant que il s'agit, mais vous avez dit tout l'objet de. Ah, pardon, je lisais le titre, convention d'activité, l'observation. Je crois que le titre est extrêmement complet et qu'il n'y a rien à ajouter, d'autant qu'il s'agit d'une. Ok, merci. C'est donc approuvé. Et on peut faire rentrer nos collègues. Mais, pour la prochaine délibération, nous ne pouvons pas être présents. Madame Chambon, M. Collin, Madame Laporte, M. Mahali, Madame Marino, M. Namaval, Madame Pin, M. Spassinos. Puisqu'en effet, on va parler de la région. C'est un truc. Alors, cette convention, c'est la mise en œuvre d'une tarification combinée de 15 000 personnes. Réseau Mistral, avec la région. Oui, merci. La métropole et la région se coordonnent pour favoriser l'intermodalité entre leurs réseaux de transport public. Alors, dès la mise en œuvre d'environnement combiné entre les TER gérés par la région et le réseau Mistral géré par la métropole permettent aux voyageurs d'emprunter les TER et le réseau de transport Mistral à des conditions tarifaires avantageuses. La présente délibération autorise la signature d'une nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 en remplacement de la convention existante. Cette nouvelle convention ne change ni les abonnements ni les tarifs, mais simplement simplifie les modalités administratives. Merci, M. Leroy. Merci, Monsieur le Président. Vous nous présentez des calculs du type P égale A plus TR, en gardant bien de préciser A. Sauf erreur de ma part, pour quelqu'un habitant Gien et travaillant à Olioul, j'en connais, on arrive à un abonnement de 76,30 € à comparer à un abonnement de 36,50 € pour le même trajet fait en bus, soit plus du double. Mais surtout, cette convention ne concerne que les abonnements mensuels et annuels. Elle ne me permet pas de circuler avec le tarif Mistral sur l'ensemble des trains et bus de la métropole. Il me semble que peu de voyageurs sont concernés par l'offre d'abonnement. Savez-vous combien de voyageurs utilisent cette tarification TER plus Mistral? Sur le même trajet que j'ai pris en exemple, le billet de train coûte 8,90 €, à rajouter au prix du billet de bus à 1 €, soit 9,90 €, pratiquement 10 fois plus cher que le bus. Il serait utile que tous les voyageurs du quotidien, sans nécessairement avoir un abonnement mensuel ou annuel, tous les habitants de la métropole puissent circuler avec la même tarification dans toute la métropole TPM, aussi bien sur les TER que sur le réseau Mistral. C'est fondamental pour développer l'usage des transports en commun et donc de faire du report modal. Je vous remercie. Merci, monsieur Guillet. Votre observation?
Je me vois. Qui est pour? Pas de réponse. Abstention. Je vous remercie. Rapport de l'activité de l'éducation de service public de l'association Présence du port de Toulon. La scène Brégaléon, monsieur le maire. Merci, monsieur le président, chers collègues. Le port de Toulon commence la Méditerranée. Cette autorité portuaire sur le port de Toulon à Saint-Grégaillon pour la délégation de service public. Elle a confié l'activité présence à la société portuaire. Conformément aux articles de la commande publique de la propriété des personnes publiques, les légataires doivent transmettre chaque année un rapport comportant notamment un compte retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et l'analyse de la qualité des ouvrages et des services, ainsi que les conditions d'exécution du service public au regard notamment des conditions d'accueil public et de fédération du domaine. Portez-le transmis le rapport pour l'année 2024 durant le conseil métropolitain. En acte de la présentation de ce rapport. Merci. Pas d'observation en acte. Nous prenons acte. Même délibération concernant la concession commerce. C'est exactement la même. La délégation a été confiée à la Chambre des commerces et de l'industrie du Var. Ils nous ont confié le rapport. Ils nous ont demandé au conseil métropolitain de prendre acte. Nous prenons acte. Nous prenons acte. Abonner l'activité de l'éducation de service public pour l'exploitation de carénage de Porquerolles. C'est la même chose. Donc, la métropole de France Méditerranée de portuaire sur le port de Porquerolles, dans la délégation de service public, elle a confié l'exploitation de voies de carénage situées dans le périmètre actuel à la société Yacht Service jusqu'au 17 juin 2024. Donc, la société Yacht Service a transmis le rapport pour l'exercice à l'emploi janvier. Au 17 juillet 2024, fin de contrat, et nous demandons au conseil métropolitain de prendre acte à la présentation de ce rapport. On prend acte. Et dernière délibération, on va prendre acte. C'est la même chose, mais pour Allumer Marie. C'est la même chose à la création de notre service. Je présente son rapport du 18 juin 2024 au 31 décembre 2024. Nous demandons au conseil métropolitain de prendre acte. Très bien, je vous remercie. Je me permets juste de dire que par rapport aux délibérations précédentes, quand je pose des questions, vous ne prenez pas la peine de me répondre, c'est un petit peu dommage. Par rapport aux abonnements des transports et autres. Est-ce que vous avez posé des questions? Je dis simplement, c'était un peu étouffé, et c'était intéressant de coordonner, comme vous l'invitez à le faire avec la région ou autre, pour avoir une tarification plus collective, c'est ça. Je crois qu'il faut demander à nos services de contacter avec ceux de la région pour voir si telle coordination est possible. Merci. Je l'avais dit, mais 3 minutes. Merci à tous. Au revoir.